de 2 enfants. Donc l'arbre généalogique est là. Donc, si vous suivez bien mon curseur, donc le mari est là, la femme est là, mais ils sont consanguins, premier degré. C'est des cousins et cousines. Parce que leurs parents, donc la maman du papa et oui, et le papa de la maman sont du même père et de la même mère. Vous suivez? Et donc, ils se sont mariés et ils ont eu 4 enfants. Une première fille, l'aînée, suivie d'un garçon qui sont indemnes de la maladie. Ensuite, sont venus une fille, donc c'est la 3e de la fratrie, et un garçon, le dernier, qui sont atteints et de manière homozygote. Donc, cette fille-là, donc la 3e de la fratrie, c'est elle qui a été suivie à Albert Royer en endocrinologie pédiatrique pour un rachitisme. Donc, ce n'est pas la peine de vous décrire les signes de rachitisme. Donc, dans le cours, je m'attendais à la description des signes de rachitisme, mais ça a manqué un peu. Et donc, cet enfant a été suivi pour un rachitisme, entre guillemets, pseudo-carentiel. Donc, vitamine résistant. Mais quand j'étais, en fait, j'ai fait ma formation à Lyon, en France, dans un service de néphrologie pédiatrique, rhumatologie pédiatrique et dermatologie pédiatrique. Et j'ai eu la chance d'avoir côtoyé bon, il y avait aussi les pathologies phosphocalciques, donc les troubles du métabolisme phosphocalcique. Donc j'ai un peu travaillé sur beaucoup de pathologies phosphocalciques. Et après, j'ai appelé le professeur Baokagnan pour lui dire que je voudrais qu'on fasse un travail sur les rachitismes. Parce que j'avais une idée derrière la tête, c'était que dans les rachitismes qui sont suivis ici, qui sont déclarés pseudo-carentiels, donc vitamines résistantes, il y avait peut-être des rachitismes dont l'origine était rénale, comme la cystinose. Donc, quand on a fait l'étude, on a vu qu'il y avait une fille, donc c'est celle-là, la 3e de la fratrie, qui avait, en plus d'un rachitisme, une polyurie. Et donc, je lui ai dit, cette fille-là probablement fait une cystinose. Parce que la cystinose, ce qu'il faut retenir, c'est la première cause génétique de syndrome de Fanconi. Donc, ça donne un syndrome de Fanconi, mais génétique. Donc, c'est la première cause génétique de syndrome de Fanconi. Il y a des Fanconi acquis. Dr Kandia en a parlé dans le diagnostic différentiel. Donc, quand on a fait la protéinurie, l'enfant avait une protéinurie supérieure à 3 grammes, mais il n'y avait pas d'œdème. Parce que seulement c'était une protéinurie de bas poids moléculaire. Ce n'était pas l'albumine. Donc, on a fait l'électrophorèse des protéines urinaires. On a vu qu'il y avait plus de bêta-2 microglobuline, qui est une protéine spécifique d'une atteinte du tubule proximal. Donc, ça renforce l'hypothèse du syndrome de Fanconi. Donc, on a fait l'ionogramme sanguin et urinaire. Cet enfant faisait un syndrome de Fanconi presque complet. Il y avait une hyponatrémie, une hypokaliémie, une hypocalcémie, une hypomagnésémie, une hypophosphatémie, une hypovitaminose D. Tout était en deçà, tous les éléments, et aussi une déshydratation, avec tendance à la déshydratation avec une polyurie. Donc, cet enfant, tous les éléments qui étaient susceptibles d'être absorbés au niveau du tube continu proximal ne l'étaient pas, parce qu'en fait, son tube continu proximal était défaillant. C'est ça, en fait, qui nous a fait penser davantage à la cystinose. Nous avons demandé l'examen ophtalmo. Donc, si vous voyez ici, donc ça, c'est un examen à la lampe à fente. C'est pas un fond d'œil. Donc, la preuve, quand j'ai demandé à un ami ophtalmologue de me faire l'examen ophtalmo, il a fait l'examen au fond d'œil. Et il me dit, c'est normal. Je lui dis non. Tu me fais l'examen à la lampe à fente. Et quand il a fait, donc vous avez vu la lumière, et vous avez vu la cornée qui est là, qui est parsemée de points luminescents. Donc, c'est des cristaux de silicium. D'accord? Ensuite, on a fait la génétique. La génétique a montré la mutation. Bon, je ne vais pas insister là-dessus. Mais
Ça, c'est la mutation, c'est les deux mutations. Donc, ça, c'est la mutation homozygote. Et l'autre, c'est la mutation hétérozygote. D'accord. Et donc, ça, la confirmation a été faite, mais le problème qu'on a eu, c'est que le traitement est hyper cher. C'est entre 3 000 et 5 000 euros par mois. Et c'est à vie. Et les parents ils n'ont pas ces moyens-là. Donc, le papa est parti jusqu'à Marseille. On lui a dit, il est revenu découragé. Donc, pour l'instant, on fait du traitement symptomatique. Mais il n'a pas les moyens de se payer la cystérine. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Et pour votre info aussi, ça nous a valu le prix de la meilleure communication affichée lors des journées conjointes à l'université, lors des journées conjointes de toutes les universités de médecine qui s'est déroulé il y a 2 ans à l'UQAM. Donc, la cystinose, c'est un syndrome de Fanconi génétique qui associe donc une hyponatrémie, une hypokaliémie, donc l'enfant perd aussi des bicarbonates, donc il a tendance à avoir une acidose, mais dans certains cas, vous avez une alcalose aussi. L'enfant perd, donc le sang est filtré, et au niveau du tube continu proximal, beaucoup d'éléments doivent être réabsorbés, dont l'eau, la vitamine D, le calcium, le phosphore, le sodium, le potassium, etc. Mais les canaux sont défaillants. Donc, cet enfant ne va pas réabsorber ces éléments-là. Maintenant, cette défaillance, je vous fais un peu de physiopathologie. Donc, si vous voyez ici, la cystine est transportée par endocytose jusqu'au niveau des organes qui la stockent. Et ensuite, le lysosome permet, avec le transporteur qu'on appelle cystinosine, de faire sortir cette cystine. Donc, la cystine, c'est l'association de 2 molécules de cystéine. Et après, la cystine est solubilisée pour donner 2 molécules de cystéine. Et ça permet d'être réabsorbé ensuite. Mais le problème, c'est qu'on a un problème de transporteur. Donc, le transporteur qu'on appelle la cystinosine, donc ce transporteur-là est défaillant. Donc, du coup, la cystine va s'accumuler dans les organes et la cystine ne va pas sortir donc de ces organes-là. Donc, il y aura une accumulation de la cystine au niveau rénal, oculaire, etc. Donc, les organes où c'est stocké. C'est tout simplement ça, la physiopathologie. Ça peut être plus compliqué, mais pour simplifier, c'est ça. Je vous ai envoyé le cours EMC. Si vous lisez, vous allez mieux comprendre. Mais sachez que c'est un acide aminé essentiel, l'organisme en a besoin. Et donc, la cystine est transportée par le lysosome dans ses organes et après, ça doit sortir à travers la cystinosine, qui est son transporteur. Donc, la cystinosine est défaillante, la cystine s'accumule dans ces organes-là. C'est ça qui a fait que, au niveau de l'œil de l'enfant dont je vous ai montré l'image, vous avez vu l'accumulation au niveau de la cornée de la cystine. C'est bon. Donc, vous allez avoir des signes liés à l'hyponatrémie, liés à l'hypokaliémie, liés au rachitisme, parce que l'enfant perd et du calcium, et du phosphore, et de la vitamine D. Donc, il y aura des signes de rachitisme. Donc, tous les signes liés à ces déficits-là, hyponatrémie, hypokaliémie, rachitisme, etc., ce sont ces signes cliniques que vous allez avoir chez l'enfant. Maintenant, le traitement, c'est on donne une molécule qui peut mimer l'action